Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis, et bienvenue à votre émission Débat au cœur du sport. Débat, il n'en sera vraiment pas parti puisque nous recevons le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité du football, son élection au niveau donc, du comité exécutif de la CAN, le CHAN et tous les perspectives donc, du football au burkinabé. On ne l'a pas souvent sur notre plateau. C'est donc un honneur pour Salifou Digma, John William Somda et moi de recevoir donc Monsieur le Président Sita Sangaré sur ce plateau. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Madi. Le plaisir est plutôt pour moi. Ah, d'accord. Si donc le plaisir partagé donc pour parler comme une entreprise de la place. Alors, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté donc notre invitation. Et je rappelle que cette émission sera rediffusée donc sur Horizon FM dimanche entre 16h et 17h. Donc, il y aura une très large diffusion. Alors, Monsieur le Président, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que le temps, c'est tout ce qui nous manque pour parler comme un de vos aînés dans une autre armée. Alors, Monsieur le Président, quel bilan pouvez-vous tirer du CHAN 2018 qui s'est achevé tout récemment au Maroc? Assurément, ce n'est pas un bilan des plus reluisants, mais je peux dire que le bilan technique, je pense que vous l'avez, parce que beaucoup d'efforts ont été faits qui ont permis aux téléspectateurs burkinabés de suivre quand même les matchs. Et je pense que vous, de la presse, vous êtes mobilisés. Il y a beaucoup de vos confrères qui ont permis de relayer en direct tous les contours de cette édition du CHAN. Au plan comptable, on a terminé troisième sur 4, ce qui ne nous a pas permis de franchir... Dans notre poule dans notre poule, oui. Ce qui ne nous a pas permis de sortir parmi les deux équipes qui devraient continuer l'aventure et en quart de finale. Maintenant, c'est vrai, nous avons fait 2 matchs nuls, une défaite. Vu comme ça, ce n'est pas si mauvais. Voilà. Mais vous savez, on était sur le terrain où nous avons quand même eu l'occasion d'échanger avec les joueurs, avec le staff technique. Et nous avions dit, en toute franchise, moi, le premier match contre l'Angola, j'ai dit aux joueurs et au staff technique que je n'étais pas du tout content du contenu. C'est vrai que sur le plan comptable, on pouvait se satisfaire parce que ça fait un match nul, ce qui n'était pas, c'est pas si mauvais. Voilà, on n'a pas perdu, mais le contenu, de notre point de vue, était assez pauvre. Et nous avons demandé aux jeunes de se battre, qu'ils aient en tête que ils ont été sélectionnés pour représenter tout un pays. Voilà. Ils doivent être les ambassadeurs du football du Burkina Faso et que ce qu'ils nous ont donné de voir au premier match, franchement, n'allait pas dans le bon sens. Et les jeunes et leur staff, en tout cas, ont pris l'engagement de travailler à remporter le gain du deuxième match. C'était contre le Congo. Bien sûr, nous avions dit que le Congo, c'est une équipe à prendre très au sérieux parce que c'est cette équipe qui avait éliminé le tenant du titre. Alors, je pense qu'au cours du deuxième match, on a vu, en tout cas au début du match, de bonnes intentions chez les jeunes gens. Et moi, personnellement, je pense d'ailleurs que malgré la défaite 2-0, c'était pratiquement le meilleur match que notre équipe ait produit au cours de ce CHAN. Bon, en deuxième mi-temps, je ne sais pas pourquoi ils se sont totalement effondrés, ce qui fait qu'on a encaissé 2 buts. Et maintenant, le troisième match, on a vu encore au début des velléités de faire quelque chose. Bon, mais il faut dire que le Cameroun était là, et c'est quand même le grand Cameroun, ils avaient à cœur de ne pas sortir totalement bredouille de la compétition. Donc je crois que malgré les bonnes intentions de nos jeunes gens, je pense que les Camerounais, dès la première mi-temps, ils étaient au-dessus.
Et si bien que on a marqué un but, pratiquement un peu contre le cours du jeu, de mon point de vue. Et en deuxième mi-temps encore, les mêmes travers, on a un peu reculé et les Camerounais ont égalisé. Donc, moi, je retiens en tout cas que peut-être, parce que au départ, pour ce CHAN, je dois dire qu'à titre personnel, j'étais plein d'optimisme. Parce que j'ai vu que par rapport au CHAN de 2014, notre équipe a bénéficié d'une bonne préparation. Justement. Et là, jamais une équipe du Burkina n'a bénéficié d'une si longue préparation, des stages un peu partout au Maroc, des matchs amicaux au Togo, au Bénin, en Thaïlande, au Kazakhstan, au Chili. Vous avez dû, on va dire, vous investir à fond pour cette équipe. Mais au finish, est-ce que cette préparation qu'on dit longue et sans doute de qualité, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose qu'il fallait ajouter pour mettre aux étalons de remporter au moins un match? Bon, je pense que ça revient encore aux techniciens. Nous attendons toujours les bilans, les rapports techniques de ce match. Moi, en tout cas, n'étant pas un technicien, je me suis dit que cette équipe, par rapport à 2014, nous nous sommes dit que, puisque vous vous souvenez très bien qu'en 2014, ce n'était pas du tout bien, oui. Et nous nous sommes dit qu'il faut changer quelque chose. Et on s'est dit que c'est peut-être parce que nous n'avons pas eu suffisamment de matchs de préparation. Et là, vous en avez eu. Et en tout cas, on s'est battu pour qu'il y ait de la préparation. Vous voyez, on a eu la préparation. Et je profite de vos micros pour vraiment remercier très sincèrement le ministère des Sports et des Loisirs qui a joué pleinement sa partition, parce que c'était pas évident d'accompagner l'équipe d'abord au Maroc, parce que je dois dire que pour les autres, bon, peut-être il n'y avait pas directement l'accompagnement du ministère, mais au Maroc, en Tunisie, avant le déplacement en Afrique du Sud et au Maroc, je pense que les moyens ont été dégagés. Même au niveau du Maroc pour la compétition, je pense que j'ai dû expliquer aux joueurs et à l'encadrement technique que franchement le budget prévu pour le CHAN avait été débloqué. Il n'y a pas de problème, parce que je sais que par rapport aux éditions antérieures, par rapport même à la participation des étalons seniors dans les différentes compétitions, on était tombé d'accord avec les joueurs et avec les différents staffs techniques pour que le ministère n'envoie pas la liquidité comme ça pour le paiement des primes. Mais j'ai expliqué clairement que les moyens étaient effectivement débloqués. Et je me rappelle que même pour le premier match, quand les gens, les jeunes gens ont souhaité que on puisse leur payer leurs primes, j'ai dit que c'est peut-être vraiment une incompréhension. Moi, je leur donne ma parole que l'argent est débloqué, mais après échange avec le DAF du ministère, le chef de mission d'abord, DIRCAP du ministère et le DAF, et il a été dit que la liquidité qu'ils avaient là-bas permettait même en réalité de payer. Et donc, ça a été débloqué. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes. Le résultat, bon, c'est un peu ça. Vous savez, personne, oui. Qu'est-ce qui qualifie qu'un président de fédération soit intervenu pour demander au staff technique de doser l'entraînement au regard de ce qui a été fait? Et puis après, on sait qu'après une réunion ordinaire avec le bureau exécutif, il a été question au cours du compte-rendu qu'il ne fallait pas s'ingérer dans les aspects technico-tactiques du staff technique. Alors, si ce n'est pas une immixtion à ce niveau, qu'est-ce que ça peut être? Non, vous savez, il est clair que l'option stratégique que nous avons faite, c'est de ne pas nous immiscer dans les classements des différents entraîneurs. Nous ne nous immisçons pas à ce niveau. Voilà, parce que l'entraîneur, il est responsable de la composition de son équipe. Et il faut quand même rappeler, même si ça semble superflu, que l'entraîneur, il perçoit quand même un salaire pour cela. Donc, nous ne sommes pas diplômés. Moi, je n'ai aucun diplôme d'entraîneur. Je suis très mal placé pour donner des avis à l'encadrement technique. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire par rapport au dosage des entraînements, vous savez, moi, je n'ai été ni en Tunisie, ni au début. Je suis arrivé juste au début
Je n'étais pas au Maroc, je n'étais pas en Tunisie, mais je suis arrivé au Maroc. Ce que j'ai dit, c'était juste un rappel, parce que j'avais échangé avec les médecins de l'équipe, et il avait été convenu de dire que, vu que ce CHAN, et d'ailleurs c'était juste un rappel pour moi, parce que on a participé à plusieurs phases finales de CAN, même au niveau des seniors, comme les compétitions se jouent à des dates rapprochées, je pense que le staff médical a attiré notre attention sur le fait qu'il faut bien faire attention à ne pas trop épuiser les joueurs. Ça veut dire que, président, visiblement, il y avait du surdosage au niveau de l'exercice. Je dis d'abord, c'est des généralités. Le staff technique, le staff médical a demandé à ce que on fasse attention à ne pas trop forcer, parce que c'est de jeunes gens, et si les entraînements étaient trop intenses, ça pouvait impacter sur leur rendement sur le terrain, parce que il y aurait certainement un manque de fraîcheur physique les jours des rencontres. Ça, c'est vraiment... Je vais répondre sur cette question. Tout à l'heure, vous avez dit que sur les 3 matchs joués, l'équipe a toujours montré une bonne volonté en début de rencontre et elle s'écroule à la fin. Alors, ça me renvoie sur cette question de dosage des entraînements. Est-ce le désir du staff médical de doser n'a pas aussi peut-être influencé sur la préparation physique des joueurs, ou bien c'est peut-être une triste réalité qu'ils ont remarqué, les joueurs étaient déjà cramés avant le début de la compétition? Non, moi je ne sais pas. Je vous dis simplement que pour moi, c'est normal, en tant que président de la fédération, quand il y a ces genres de compétition, nous discutons avec toutes les composantes de l'équipe nationale. Nous discutons avec le staff technique qui nous élabore son programme de préparation. Et nous allons chercher les moyens pour que ce programme de préparation soit respecté. Ensuite, nous discutons, bien sûr, avec le staff médical pour essayer de voir à ce niveau également quels sont leurs besoins. Parce que tout cela rentre en ligne de compte dans l'élaboration du budget global de la compétition. Donc, je sais que c'est en discutant, entre autres, avec le staff médical que cette question-là avait été soulevée. Et ça, ce n'était même pas au niveau du Maroc. Dès ici, la question avait été posée. Et avant, je pense non, c'est pas la veille, c'est le jour même du départ de l'équipe pour la Tunisie. Et j'ai rencontré les joueurs et le staff technique et j'ai insisté sur ce sujet-là avant le départ. Alors, président, le CHAN 2017, en définitive, vous êtes expliqué. 2018, vous êtes expliqué. Au finish, c'est de la déception ou de l'amertume pour vous? Non, pour moi, forcément, ça ne peut qu'être de la déception, parce que nous souhaitions que ce CHAN-là serve de tremplin pour montrer la bonne santé également de notre championnat. Parce que nous savons qu'au niveau des clubs, les uns et les autres font des efforts. Nous voyons la réalité au quotidien sur le terrain. Et donc, il fallait que cela puisse se traduire quelque peu. Parce que vous voyez, nous souhaitions bien entendu passer le premier tour. Mais au-delà de ça, nous souhaitions surtout que les jeunes gens montrent une bonne image de notre football. C'est ça qui nous tenait le plus à cœur. Même si nous n'avions pas franchi le premier tour, mais que les jeunes gens avaient montré de l'envie sur le terrain. Moi, vous pouvez voir tous les joueurs, même le staff technique, j'ai toujours insisté sur l'envie sur le terrain. Parce que quand vous voyez, moi, en tout cas personnel, je n'aime pas voir une équipe nationale évoluer et des gens vont marcher sur le terrain. Je pense que c'est... En tout cas, je ne suis pas loin de penser à un manque de considération pour les couleurs nationales. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans notre pays. Si vous avez l'honneur d'être retenu parmi tous les compétiteurs de notre championnat, je pense que vous devez au moins vous battre, ne serait-ce que par égard pour les téléspectateurs, pour ceux qui écoutent à la radio. Si on regarde, je vous ai dit, moi j'étais à la tribune, j'ai eu un long échange avec le président de la fédération ghanéenne qui n'était pas du tout content. Il m'a dit, président, qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais pas votre équipe qui nous a éliminés. Voilà, parce que, je vous assure, vous avez pu voir les Ghanéens ici, même chez eux, c'est une équipe qui est forte. Mais on l'a éliminée. Et cela, en tout cas, de mon point de vue, devrait nous permettre de bien évoluer au Ghana. Je me suis dit, et vous avez fait au Maroc. Vous avez fait cas tout de suite de la préparation. Les enfants sont partis un peu partout. Nous nous sommes dit que pour des joueurs qui évoluent dans le championnat local, il est important qu'ils puissent
affronter divers horizons. Vous voyez, pour s'habituer un peu au public, être décomplexé. Parce qu'on a essayé vraiment de faire le point avec le dernier CHAN en Afrique du Sud. On s'est dit qu'en Afrique du Sud, on a vu des jeunes gens qui étaient vraiment très complexés. C'est comme s'ils découvraient la haute compétition pour la première fois. Donc, personnellement, je me suis dit que s'ils jouent, ils vont un peu partout, ils vont être décomplexés. Mais les voir jouer contre l'Angola de façon nonchalante, j'avoue que j'étais mon voisin immédiat, c'était d'ailleurs le président de la fédération angolaise. Oui. Bon, je vais pas remuer le couteau dans la plaie pour dire ce qu'il me disait. Oui, c'est normal. Voilà. Mais bon, c'était un peu. En tout cas, ce premier match a été pénible pour moi. Comme les autres. Mais je pense que c'est évident. Dès la fin du match, j'étais dans les vestiaires. Bon, j'ai fait part de mes observations. Voilà. J'étais là, j'ai écouté. Oui. Alors monsieur le Président, oui. Alors, Président, est-ce que c'est cette volonté de ne pas vous immixer qui a fait que vous n'avez quand même pas écouté les critiques par rapport à la sélection? Parce que dès la publication de la liste, il y a eu des voix quand même qui se sont élevées pour s'inquiéter quand même de la qualité de la sélection. Non, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est aussi bien dans la presse que dans l'opinion publique. Nous sommes là, nous vivons dans la société, nous entendons. Mais nous nous sommes dit que il faut avoir aussi un peu de considération pour l'entraîneur Idrissa Traoré Saboteur, qui n'est pas quand même n'importe qui au niveau de l'environnement du football du Burkina Faso. Il faut le reconnaître. Et vous savez, les gens d'un certain âge, il y a un certain discours qu'il faut avoir. Et puis, ce qu'il a fait pour notre pays fait que je me dis que on se parle, hein, c'est pas que on ne se parle pas. Voilà, mais il y a la façon de choses. Nous avons demandé à ce que il puisse être attentif. Si vous avez bien vu, nous avons tenté une rencontre avec la presse sportive avant le départ. Il y a eu quand même cette conférence de presse avant le départ. Nous avons échangé avec mais nous ne voulons pas nous immiscer. Comme je vous dis, c'est un principe de base. Les entraîneurs, moi je pense qu'il faut leur laisser la latitude de composer leurs équipes et il faut regarder, parce que dans tous les cas, les entraîneurs sont attendus aux résultats. On demande, il y a des objectifs qu'on fixe à un encadrement technique. Ces objectifs, l'entraîneur, le staff technique voit comment il va les réaliser. En fonction donc des moyens, la fédération ayant pour obligation certainement de rechercher les moyens pour mettre à disposition de l'encadrement technique. Maintenant, c'est ce qui fait qu'au cours de notre réunion du comité exécutif, qui a entre autres fait le bilan du CHAN, certains ont dit c'est peut-être bien qu'on laisse la main libre aux entraîneurs, mais souvent, lorsque ça semble un peu patent, pour que la politique ne transparaisse pas dans le choix des entraîneurs, je parle de politique sportive, c'est pas la politique politicienne, et il faut peut-être, au moins, comme nous avons un DTN, qu'on demande au DTN, on demande l'avis du DTN sur les choix de l'encadrement technique. Donc c'est dans ce sens-là que les débats ont été menés au cours de la dernière réunion. Alors, Salif, pour la dernière question par rapport au CHAN, et on va changer du sujet. Alors, parce que l'avenir de Saboteur à la tête de ce staff technique, on sait qu'au cours de cette réunion, après le compte rendu, on a vu qu'on a bien relevé, noir sur blanc, la fin du contrat qui intervient le 31 mars prochain. Est-ce que Saboteur continuera avec l'équipe nationale locale, Monsieur le Président, ou pas? Nous n'en sommes pas encore là, nous ne sommes pas au 31 mars. On a dit, bien entendu, les entraîneurs ont des contrats et à durée limitée, ça c'est évident. Je pense que c'est vrai, le contrat de l'entraîneur national des locaux court jusqu'au 31 mars. Nous allons échanger, je vous ai dit, nous avons eu une première réunion du comité exécutif et il est évident, permettez quand même qu'on puisse échanger également avec l'entraîneur qui doit nous faire son bilan obligatoirement. Et nous allons apprécier, avant le 31 mars, bien entendu, nous aurons l'occasion de communiquer sur
la suite à réserver au contrat de l'entraîneur national. Alors, président Saboteur, c'est pas, on va dire, une expérience d'une année. Déjà, il avait manqué la qualification pour le CHAN 2016. Il réussit à se qualifier à la grande surprise, il faut le dire, parce que personne ne le voyait se qualifier à Koumassi. Il se qualifie, il va en phase finale, ce n'est pas la fête. Mais ce qu'il est le plus ressorti, c'est, on va dire, des fois, le manque de conciliation de l'homme. Alors, je poserai pratiquement la même question que Salif en changeant les termes. Est-ce que vous pourrez continuer justement dans cette forme de collaboration où l'opinion publique s'inquiète de plus en plus, où la presse s'inquiète de plus en plus et où au finish, le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes? Moi, je demande seulement un peu de patience à tout le monde. Je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Dans la vie, je pense qu'il faut essayer de comprendre tout un chacun. Saboteur, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais j'ai dit qu'il représente vraiment quelque chose pour le football du Burkina. Ne pas le reconnaître, c'est pas une bonne chose. Maintenant, vous avez fait cas tout de suite de la non-qualification de notre équipe pour le CHAN d'il y a 2 ans, mais je dois dire, essayer de répartir. Nous avons eu l'occasion d'en discuter. Et au moment où Saboteur venait, c'était pratiquement, au moment où il était recruté, c'était pratiquement au moment des éliminatoires. Il est venu juste, il a vraiment eu peu de temps pour préparer le match contre le Nigeria. Et le Nigeria, c'est quand même une référence de football. Si on doit, et on devrait le juger uniquement sur ce fait, je pense que ça n'allait pas être très juste. Et il faut aussi donner quand même un peu de temps aux entraîneurs pour pouvoir même mettre en œuvre leur stratégie. Okay, alors, président, je crois qu'on va changer parce que là, si tu permets, juste une petite précision. Rapidement, William, juste une petite précision. Alors, oui. Président, je suis un peu étonné de vous entendre dire que Saboteur avait eu très peu de temps pour préparer le match contre le Nigeria. Mais si je me fie bien aux dates que nous avons, Saboteur déjà entre juillet et août 2015 avait la possibilité d'aller pour un match amical en Europe dans un pays que la presse n'avait pas. Il faut dire le Kosovo. Oui, le Kosovo, ça date de juillet-août 2015, alors que le match éliminatoire contre le Nigeria, c'était en octobre. 3 mois avant, président, vous ne pensez pas que 3 mois avant on n'a pas joué au Kosovo. Oui, il était prévu qu'il aille avec l'équipe, donc ça veut dire qu'il était déjà sélectionneur. Alors 3 mois avant, il était déjà en place. Est-ce que c'est pas suffisant 3 mois? Non, je ne pense pas. Vous savez, si vous devez recruter un entraîneur sur 3 mois, je pense que c'est pas la peine. Il y a très peu. Aujourd'hui, vous pouvez demander à l'association des entraîneurs, vous allez recruter un entraîneur, il doit disputer une compétition dans 3 mois. Vous lui dites, il signe, si ça ne va pas, il va être licencié. Je pense que ce n'est pas de cela qu'il est question, président. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il a eu le temps pour préparer le CHAN 2016, les éliminatoires du CHAN 2016, on veut dire. Non, moi je pense que le temps n'était pas suffisant. Vous allez voir, il est rare, depuis que nous recrutons les entraîneurs, on ne les fait pas. C'est-à-dire que même si les gars, la première compétition à laquelle il doit se présenter, il ne se qualifie pas, on lui donne le bénéfice du doute, on lui permet d'aller encore une seconde fois pour qu'on observe. Et je pense que c'est ce qui est logique. Maintenant, sur cette base-là, on peut maintenant apprécier. Les entraîneurs, il faut quand même un certain temps pour pouvoir les apprécier. Il faut les observer un peu sur la durée. Le temps qu'ils puissent imprimer véritablement leur patte. Vous savez, quand on vient, généralement, on se base sur les acquis du prédécesseur. Mais pour voir la véritable marque de l'entraîneur, il faut l'observer, je pense, sur au moins 2 ans. Voilà, ça veut dire que vous avez assez de temps maintenant pour apprécier Saboteur. On attend donc les résultats de vos travaux. Alors, président, on va changer de sujet. Vous avez été élu donc membre du comité exécutif de la CAF. Je plaisantais avec vous en disant que vous êtes maintenant membre du gouvernement de Ahmad. Alors, monsieur le président, qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter à ce poste? Je dois d'abord dire que c'est un honneur fait au football du Burkina Faso et à l'ensemble du peuple du Burkina Faso. Parce que, vous le dites, je ne pense pas que ce soit de la raillerie, mais c'est vraiment comme ça. Le comité exécutif de la CAF, c'est le gouvernement du football en Afrique. Et l'élection, d'abord, procède des réformes qui ont été opérées au sein de la CAF avec l'arrivée du président Ahmad. Il y a eu beaucoup de discussions. Et finalement, il a été décidé qu'il fallait mettre fin au cumul des mandats au niveau de la CAF. Parce que, notamment entre les responsabilités occupées au sein de la FIFA et de la CAF, on a dit que les représentants africains au Conseil de la FIFA ne devraient pas, ils devraient faire un choix entre leur présence
à la FIFA et leur présence au niveau du comité exécutif de la CAF. C'est peut-être une façon pour que l'affaire arrive, chacun gagne pour lui. Non, tu es à la FIFA, tu ne peux pas être à la CAF. Non, je ne pense pas que ce soit qu'il faille percevoir cela de cette façon. Parce que vous savez, il est important quand même d'être là où les décisions se prennent. C'est une question de responsabilité. Ce sont les fédérations qui envoient les représentants au niveau du comité exécutif de la CAF. Maintenant, si nous devons envoyer des gens qui sont à la CAF et qui sont également au niveau de la FIFA, c'est eux qui nous représentent, vous voyez, c'est ce qui a fait dire souvent qu'il y avait apparemment des super présidents, parce que le monsieur, il est président de sa fédération, il est souvent président de zone, il est membre du comité exécutif de la CAF, il est également au niveau de la FIFA. Inconsciemment, les autres ont un peu peur, surtout vous les arbitres, m'a dit. Les anciens je vais vous couper. On sait, c'est de la modestie, que votre modestie en souffre. Mais convenez avec nous qu'être élu au comité exécutif de la CAF, cela n'a rien à voir avec la fin des cumuls de mandats, mais plutôt cela a un rapport étroit, ou je dirais collé, à vos bilans ou à votre bilan depuis 2012. Acceptez cela avec nous, Président. Non, moi je ne vois pas ça comme ça. Ce qui est certain, vous savez déjà, à l'époque du président Ayatou, le problème avait été posé. Nous avions dit qu'il fallait que le Burkina puisse également figurer. Parce que quand vous prenez la configuration de notre zone Ouest B, qui regroupe 7 pays, le Burkina, en dehors du Burkina, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Bénin, vous avez le Togo, vous avez le Niger, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria. Quand vous prenez donc ces 7 pays, tous ces pays ont déjà siégé au niveau du comité exécutif de la CAF. Sauf le Burkina. Et nous nous sommes dit pourquoi pas le Burkina Faso. Non, mais si vous n'étiez pas méritant, vous ne serez pas allé, Président. Oui, non. Mais je pense que le problème avait déjà été posé depuis un certain temps. Il est vrai qu'il faut être là. Parce que la configuration au niveau de la CAF, c'est que, évidemment, si vous n'êtes pas là pendant un certain temps au niveau de votre fédération, c'est-à-dire que dès qu'on pose des problèmes, même les autres pairs vont dire non, lui, il ne connaît pas grand-chose de la réalité du football africain. Ça, c'est une réalité incontournable. Maintenant, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est vraiment le mérite de l'ensemble des fédérations qui se sont succédées, de l'ensemble des ministres qui se sont succédés depuis là, parce que tous ont contribué à donner de la visibilité au football de notre pays. Tous, je sais. Président, vous parlez d'honneur. Vous parlez d'honneur fait au football burkinabé. Ce qui intéresse le commun des Burkinabés aujourd'hui, c'est véritablement de savoir qu'est-ce que ça va engendrer véritablement pour le Burkina Faso. Non, moi je pense déjà que ça fait une certaine respectabilité supplémentaire pour notre football. Ça fait de la considération. Vous savez, lorsque vous êtes, à moins que d'ici là on change les textes, les commissions de la CAF sont présidées par des membres du comité exécutif. C'est déjà important. Ça veut donc dire que au-delà, parce que... Ce sera pas mal de voir si tu as Sangaré, président de la commission des arbitres. Non. Il y a un ancien arbitre qui est mon ami Souleymane Ouaberi, président... Non, parce qu'Amadou Diakité était président de la commission des arbitres sans être arbitre, donc... Non, mon ami Souleymane Ouaberi, qui est l'actuel président de la commission des arbitres, oui. C'est un ancien arbitre, il est président de la fédération de Djibouti. Je pense qu'il a déjà suffisamment de problèmes. J'ai peur que moi, non-arbitre... Non. Dans tous les cas, nous regardons. Je dis que quand vous êtes déjà là-bas, vous côtoyez déjà... plus étroitement les différentes commissions. Parce que les textes disent que les membres du comité exécutif peuvent assister à toutes les réunions de toutes les commissions. C'est déjà très important. Si vous n'êtes pas à ce niveau, vous ne pouvez pas sauter parce qu'il y a la commission des arbitres qui se réunit, vous dites que vous allez aller. Or, en tant que membre du comité exécutif, vous avez le droit de participer. Ça fait déjà plus de familiarité. Pas familiarité en termes de copinage, mais au moins vous êtes là, et si vous êtes porteur de problèmes spécifiques de votre football, je pense que les gens sont plus inquiets. Déjà que vous avez le contact avec eux, vous pouvez dire attention, ici et là,
nous, on craint qu'il y ait ceci ou cela. Je pense que c'est déjà en ces termes. Sinon, le travail au niveau du comité exécutif, je crois que c'est travailler à ce qu'il y ait plus d'équité au niveau de l'ensemble des fédérations. Je pense que c'est pour ça que les gens sont envoyés au niveau du comité exécutif. Il y a que cette poignée de main n'a pas été très amicale. On le sait entre Sita Sangaré et la secrétaire générale de la FIFA. Après la réunion qui a suivi entre le boom entre le Burkina Faso et puis la FIFA dans cette affaire de match à rejouer, est-ce qu'aujourd'hui, de votre position, on peut se dire que ça change quelque chose quand même, quand vous parlez de respectabilité? Non, je peux vous assurer que entre ma sœur Fatouma Samoura et moi, il n'y a vraiment aucun problème. Il n'y a pas de nuage. C'est normal, il peut y avoir des incompréhensions. Et je le dis tout net. Et vous savez, comme dans toutes relations humaines, il y a des gens qui... Mais président, moi je vous coupe pas, mais sans remuer le couteau dans la plaie, est-ce que vous pensez, éclairer les Burkinabés, que la présence de Mme Fatouma Samoura a pu influencer la décision de rejouer ce fameux match? Je peux vous dire que la main sur le cœur, Fatouma a certifié qu'elle n'y est absolument pour rien. Et nous avons eu l'occasion de nous expliquer devant le président de la FIFA. Et je dois d'ailleurs rappeler que le recours du Burkina Faso devant le TAS est toujours pendant. Et nous attendons qu'il soit examiné. Nous avons expliqué que notre recours, peut-être qu'il avait été mal expliqué à dessein par certains et au niveau de l'exécutif de la FIFA, comme quoi c'était un recours dirigé contre la FIFA. Nous avons dit qu'en aucun cas, de notre point de vue, il ne s'agissait d'un recours dirigé contre la FIFA, mais il s'agissait bel et bien d'un recours dirigé contre une décision d'un organe de la FIFA. La commission des compétitions, en l'occurrence. Le bureau des compétitions. Et nous avons dit que jusqu'à présent, sauf si le TAS venait à nous prouver le contraire, nous estimons que, en tout cas au regard des textes, le bureau de qualification, pour nous, n'était pas habilité. Mais je dois dire que à la rencontre de Zurich, les dirigeants de la FIFA ont tenu à nous dire qu'il s'agissait véritablement pour eux d'un cas tout à fait inhabituel. Et ils ont juste constaté qu'au moment du match, les paris s'étaient enflammés et c'était très suspect. Et de leur point de vue, il ne s'agissait pas d'un problème disciplinaire, mais d'un problème de corruption. Le mot n'a pas été dit comme ça, mais on nous a dit que c'est ce qui a justifié que le bureau de qualification, tout de suite... Dans le milieu des paris, on appelle ça de la surchauffe. On parle de match William, président, c'est vrai, on a parlé du bilan, du CHAN, on a parlé de votre élection au comité exécutif de la CAF. Sur ce point, en tout cas, je vais demander à mes deux confrères ici de vous faire un banc parce que c'est une première. En tout cas, voilà, félicitations à vous. Même si, non, merci, même si je dis que c'est tout le monde. Mais on applaudit pour le Burkina Faso. Oui. Vous savez, il est important. Je dis une chose, et ce n'est pas faux, c'est la vérité. Que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, me pardonne, mais c'est la vérité. Le Président du Faso a joué un rôle très important dans la politique n'est jamais loin quand le... Non, c'est pas de la politique. Il s'agit. Non, c'est pas du tout de la politique. Moi, je suis pas politicien. Je vous l'ai dit tout de suite. Oui. En réalité, il s'agissait de. Comme je l'ai dit, c'est la respectabilité du Burkina Faso. C'est une représentation sur la scène internationale et il était important quand même que ce soit fait maintenant. C'est ça. Et je pense que le président du Faso a parlé quand même avec le président Ahmad Ahmad. Et les choses ont été faites. Alors le président, justement... C'est clair, hein, ça pousse l'appétit. On peut un jour voir Sita Sangaré à la tête de l'instance suprême au niveau de la... Sita Sangaré est bien là où il est. Oui, mais il n'a aucune ambition personnelle. Non, c'est une question d'ambition personnelle. Moi, je suis d'accord avec Salif. Je serais ravi qu'il y ait un Burkinabé à ce stade de la compétition. Sita Sangaré là-bas, c'est pas mauvais non plus. Pour l'instant, nous nous attelons à appliquer le programme du président Ahmad Ahmad. Alors, Monsieur le Président, William, pardon, Monsieur le Président, vous êtes à la tête vous avez été élu au titre de la zone Ouest B. Alors, dans ce comité exécutif-là, qu'est-ce que vous comptez justement apporter pour, naturellement, la prospérité du football dans votre zone, même si, une fois élu, vous travaillez pour tout le football africain? Il faut savoir que, historiquement, notre zone, parce que on dit zone Ouest B,
c'est une appellation moi-même qui me gêne, parce que vous savez qu'au niveau de la CAF, nous sommes organisés en 6 zones géographiques. Mais avant, notre zone regroupait 16 pays. L'UFOA. Et c'était l'UFOA. Ouais, on disait juste la zone ouest. La zone UFOA, qui comportait 16 pays. Pour diverses raisons que je n'aimerais pas aborder ici, notre zone a été charcutée en 2. Et nous nous sommes retrouvés... Donc vous ne pouvez pas le dire, mais nous on va le dire. Il semble que c'est Issa Yatou qui l'a fait juste souvent pour des raisons électoralistes. Bon, il n'est plus ça, là. Je ne sais pas. Mais je sais qu'on s'est retrouvés à 7 pays au niveau de la zone ouest B et 9 pays dans la zone ouest A. Vous comprenez? Oui. Si on est 16, si on divise, bon, on aurait souhaité qu'à soit 8-8 déjà, même si nous ne souhaitions même pas. Moi, je pense que nous discutons avec un certain nombre de présidents de fédérations de notre zone. Nous souhaitons que assez rapidement la zone ouest puisse être reconstituée en tant que bloc unique. Et parce que c'est toujours bon qu'il y ait une locomotive quelque part. Et la zone, même quand nous avons été divisés en 2, vous allez regarder, nous discutions tout récemment à Casa de la compétition des petites catégories, où nous avons remarqué que dans notre zone ouest B, qui comporte 7 pays, il y a 4 pays qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des cadets. Et vous savez qu'actuellement, après le symposium de Rabat sur le football africain, il a été décidé que les compétitions des cadets vont maintenant se faire par zone. Et chaque zone doit envoyer un représentant. Nous avons dit que c'est compliqué. Dans une zone où vous avez 4 pays qui ont déjà remporté, vous allez qualifier un pays. Ça veut donc dire qu'il y a 3 vainqueurs qui n'y seront pas. Absolument. Donc nous avons dit, c'est ce genre de choses que nous avons eu une rencontre de notre zone avec le président Ahmad Ahmad, où nous avons souligné cela. Mais je pense que le président Ahmad Ahmad a eu raison aussi de dire, bon, il faut observer déjà ce que ça va donner. Puis Président, on va aborder la dernière partie de notre émission. Ça va vite, ça va être les perspectives. Et je pense qu'on va beaucoup plus parler football local, parce que même si vous êtes membre du comité exécutif de la CAF, vous êtes quand même le président de la Fédération burkinabé de football. Monsieur le Président, le championnat sera à sa 17e journée, donc ce week-end. Est-ce que vous êtes déjà satisfait de son déroulement? On peut déjà être satisfait du fait que notre championnat se déroule. Vous savez, il est important, nous avons dit au club, la FIFA a souhaité une harmonisation des calendriers de l'ensemble des fédérations. Et dorénavant, on souhaite que tous les championnats prennent fin au 31 mai. Donc, cette année, je sais que ça ne va pas être possible chez nous, nous avons décidé, le championnat doit prendre fin le 10 juin, courant 10 juin, et c'est déjà un effort. L'année prochaine, nous allons changer. Je dois dire qu'on a fait beaucoup d'efforts déjà, parce que je me souviens qu'à notre arrivée à la fédération, il fallait chaque fois négocier, et souvent très chaudement avec les présidents de clubs pour pouvoir démarrer le championnat. Et chaque fois que le championnat, on fixe une date, les présidents de clubs viennent vous voir, non, on n'est pas encore prêt, on n'a pas finalisé notre recrutement, ça négocie, on constitue des lobbies, mais au fur et à mesure, on a été assez ferme pour que le championnat puisse démarrer à bonne date. Et moi, je suis particulièrement heureux parce que si vous regardez la campagne africaine qui a lieu actuellement, nous sommes, comme vous l'avez dit, bientôt à la 17e journée. Donc, quand les FO et les RCK jouaient, on était déjà à 16 journées de notre championnat. Et le Gabon, l'adversaire du RCK, au Gabon, ils sont à leur 3e journée seulement. Ça veut dire que théoriquement, on est plus en jambes. On peut se réjouir déjà qu'on ait commencé très tôt. Et là, je tiens à saluer les efforts de la Ligue de football professionnel pour pouvoir faire démarrer le championnat à bonne date. Je tiens également à féliciter et remercier les différents présidents de clubs qui ont accepté également de jouer le jeu. Vous voyez, souvent, ce n'est pas évident. Je dis que même avant de venir sur ce plateau, j'étais à une réunion de concertation avec les dirigeants de l'Étoile filante et du RCK et qui avaient sollicité un report de leur journée de championnat. Bon, nous avons expliqué que véritablement, ça n'allait pas être une bonne chose pour eux de reporter, outre le fait que ça va jouer sur le calendrier du championnat. En réalité, ils peuvent observer que partout ailleurs, c'est comme ça. Voilà, on dit seulement d'observer 72 heures entre deux matchs, sinon
nous aurons des rencontres de la Ligue des Champions ce soir. Vous avez pu voir que les équipes ont joué. Ouais. Et mieux, nous avons dit que les dirigeants de ces clubs, des deux clubs-là, peuvent aller vérifier sur le net. Ils vont trouver que les adversaires qui vont croiser jouent leur rencontre de championnat. Donc, ça sert, parce que c'est vrai, nous avons écouté les dirigeants des clubs évoquer des risques de blessures. Nous avons dit que ça existe. Ça ne peut pas être une raison pour demander le report d'un match, parce que le match que vous allez jouer, techniquement pour vous, c'est dangereux si vous partez sans avoir un match dans les jambes. Voilà, donc, alors, justement, Président, vous l'avez dit, le championnat, il a débuté. Vous êtes dans une logique de professionnalisation de ce championnat, on va dire, à l'horizon 2020. C'est un processus. Au jour d'aujourd'hui, où en êtes-vous avec toute la réforme générale, tant au niveau de l'amélioration des ressources financières que de la réforme au niveau des textes pour parvenir à cette professionnalisation? Merci pour la question. Vous savez que le 24 mars, on doit se retrouver en Assemblée générale extraordinaire pour adopter les textes sur les réformes de notre football. Toutes ces questions seront débattues. Je salue les uns et les autres. Et je dois dire que, si vous me permettez de faire un clin d'œil aussi à notre partenaire sur le championnat, l'ONATEL, je pense qu'ils font... Mais après, il faudra passer par le service commercial. Non. Voilà, je vais dire que nous comptons vraiment sur leur accompagnement pour rendre déjà notre championnat plus performant. Vous savez, c'est important parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est très difficile. Parce que je vous dis, au quotidien, une journée de championnat, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et vous savez, c'est pour ça que ces réformes étaient indispensables. Pour s'asseoir, discuter avec les uns et les autres, et puis regarder comment. Parce que je sais que tout le temps, c'est des insomnies pour les services de la comptabilité de la fédération pour pouvoir organiser des matchs. Parce que finalement, entre le paiement des subventions aux équipes, entre la prise en charge des déplacements des équipes et entre les frais d'organisation des matchs, je peux vous assurer que c'est de très gros montants qui sont investis et il faut qu'on regarde souvent parce que véritablement, s'il n'y avait pas d'accompagnement de quelques partenaires, je crois qu'il y a longtemps qu'on aurait fermé boutique. Et parce que... Salut. Je peux intervenir sur un point très précis, à savoir le football féminin. Le football féminin, aujourd'hui, quoi qu'on dise, malgré vos efforts, ça bat toujours de l'aile. Un seul entraîneur pratiquement sur 2-3 équipes nationales féminines. À côté, on a un tournoi qui se déroule, qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Les talons doivent être en train de jouer. Les talons dames, 18h30. À 18h, voilà, dans quelques du côté minutes. d'Abidjan, contre le Niger. On demande la promotion d'un football féminin. On sait aussi que le pourcentage, la caillotte, qui revient donc, qui est reversée à chaque association pour le développement du football féminin n'est pas aussi mince. À côté, ce qui contraste, c'est quand on retrouve une équipe féminine burkinabé à Abidjan sans pratiquement les journalistes. Or, à côté, on demande dans votre programme, à côté de la campagne récente, ça a été clairement dit, promotion du football féminin aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Non, vous savez, c'est la même question. Vous savez, l'année qui a précédé notre arrivée au comité exécutif de la fédération... Je rappelle que c'est en 2012 que vous êtes arrivé. Il n'y a pas eu du tout de championnat de football féminin. C'est ce que je vous disais tantôt, ça coûte beaucoup d'argent, l'organisation. Et si tout repose, parce que, vous voyez, ailleurs, je vous assure que les clubs jouent leur partition. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du ressort de la fédération. Ici, nous prenons tout en charge. Et il est évident qu'on ne peut pas tout continuer. Je vous dis, l'équipe nationale féminine est partie et tout de suite à Abidjan. C'est la fédération qui a payé les billets d'avion pour amener l'équipe. C'est un effort. Nous disons que nous devons faire la promotion du football féminin, même si c'est difficile. Vous avez fait tantôt référence à la cagnotte qui est réservée. Ce n'est pas sorcier, ça fait 15% du programme d'assistance financière qui est réservé pour le football féminin, selon ce que la FIFA demande, la CAF demande. C'est la FIFA, pardon. Et quand vous regardez 15%, vous pouvez appliquer le programme d'assistance financière. Comme je vous ai dit, à l'époque, c'était $1 million sur 4 ans.
C'était ça? Donc 250 000 $. 250 000 $ pour chose. Mais je dois dire qu'actuellement, avec l'arrivée du président Gianni Infantino, le programme d'assistance financière est monté à 500 000 $. Et donc, vous pouvez toujours appliquer les 15% dedans. Si vous appliquez les 15%, ça ne suffit même pas à organiser le championnat de football féminin. Environ 70 millions. Hein. Ça ne suffit pas. Vous pouvez venir, comme je dis, je vous invite à prendre attache avec les services de la comptabilité et vous allez voir. Et donc, il faut toujours, et en dehors de ça, il faut payer encore. Je vous dis, c'est une spécificité vraiment burkinabé. Si vous ne payez pas les subventions des clubs, c'est comme s'ils ne vont même pas. Alors, Président, je vais m'arrêter sur ça. Oui. Alors, vous parlez du fait que la fédération se retrouve à tout prendre en charge. Oui. Nos clubs, c'est des associations de droit privé. Est-ce que dès le départ, la base, je dirais, elle n'est pas faussée? Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, hein, les habitudes ont la peau dure. Si vous essayez de remettre ça en cause aujourd'hui, je pense que vous aurez tous les clubs sur votre dos. C'est vrai vous avez un dos large, président. Oui, tout à fait. Oui. C'est normal, hein. Tellement de choses se racontent qui ne sont pas forcément justes, mais enfin. C'est pas facile de changer les choses du jour au lendemain. Ça toujours, les gens vous rétorqueront toujours, ça a toujours été comme ça. Pourquoi c'est vous qui voulez changer? Mais nous avons foi que dans la concertation, on pourra trouver. C'est vrai que nous sommes au Burkina Faso, un pays avec ses caractéristiques propres. Nous sommes un pays qui a des ressources financières assez limitées, mais nous avons de grandes ambitions. C'est comme ça. Bon, moi je suis militaire. Nous les militaires, on est habitués à faire le maximum avec le minimum, mais ce n'est pas tout le monde qui raisonne forcément comme ça. Alors, président, il nous reste plus que 5 minutes. Alors, c'est vrai que les éliminatoires de la CAN 2019, ça, c'est en octobre. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous voyez les étalons aller à la CAN? J'allais vous retourner la question. Est-ce que vous voyez les étalons absents de la CAN? Monsieur le Président, c'est nous qui posons les questions. Non, je pense que non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit rendre grâce quand même à Dieu. Notre pays a atteint un niveau de performance tel au niveau de l'équipe senior qui serait pratiquement inconcevable de ne pas le voir figurer à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons toujours continuer à nous battre à ce niveau. Ça va être vraiment un recul grave si on ne se qualifiait pas pour la CAN, d'autant plus que, vous voyez, avec les réformes, on est passé de 16 à 24 équipes. Et notre poule doit qualifier 2 équipes. Oui. Bon, si on n'est pas capable, parce que déjà, même si c'était une seule place, logiquement, ça devrait être pour nous. On faisait figure de favori logique, même s'il fallait se battre. Maintenant que c'est 2, je pense qu'on a pratiquement multiplié par 2 nos chances d'aller à la CAN. Mais je pense que on doit se battre pour y être. Et c'est pour ça il faut jamais dormir au football sur ses lauriers. Et je crois que c'est pour cela que le coach national non plus ne dort pas. Il doit bientôt aller en tournée de prospection. Il va déjà voir les joueurs actuels, les cadres actuels, mais il verra également de nouveaux talents pour essayer de les attirer vers le groupe étalon. Donc, Salif, pour la dernière question, parce que là, il ne nous reste plus que 2 minutes. Voilà. Ce que je veux relever aujourd'hui, Président, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à tout mettre au niveau de l'équipe Fagnon. Or, quand on regarde un peu comment les choses se passent au niveau local, à savoir le championnat national, ou du moins les championnats nationaux, D1, D2, D3, c'est toujours compliqué dans un contexte difficile. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la fédération de faire vivre véritablement la Ligue nationale afin de pouvoir faire face à ces charges-là? Et je prends pour référence cette compétition qu'organise la Ligue en début de saison où il y a 0 francs à la fin. Et quelle compétition? La coupe de la Ligue du Centre, régionale du Centre. Non, il faut savoir que, je ne sais pas s'il y a 0 francs, mais la fédération a toujours accompagné toutes les ligues à la hauteur de ses moyens. Toutes les ligues qui organisent leurs coupes, c'est des coupes, j'allais dire, c'est des compétitions qu'elles organisent pour la mise en jambe de leurs équipes avant le démarrage du championnat. On essaie toujours de les accompagner. Ces ligues-là nous écrivent pour solliciter un soutien et nous les avons toujours, je dis,
j'ai dit bien, nous les avons toujours accompagnés. Maintenant, c'est vraiment des efforts extraordinaires au niveau du comité exécutif, parce que vous voyez, lorsque on doit démarrer le championnat, il est évident qu'on tourne d'abord pour voir comment boucler, comment verser à toutes les équipes la première tranche déjà de la subvention. Et je rappelle, ça fait 12 500 000 par club de première division. Si vous multipliez par les 16, la première tranche, on donne en 2 tranches. La première tranche, 6 500 000 qu'il faut donner à 16 équipes. Plus de 90 millions. Donc, ça vaut même les 200 000. Voilà. Donc, ça, quand on regarde ça, et que les ligues vous écrivent, voilà, nous voulons organiser les compétitions. Il faut dire que le football doit être animé dans toutes nos régions. Et c'est le rôle des ligues. Les ligues, comme les clubs, comme les fédérations, sont des associations de droit privé. D'accord. Elles peuvent déjà s'appuyer sur leurs conseils régionaux, sur les mairies qui existent pour choisiner, mais la fédération sera toujours regardante parce que nous sommes ensemble, nous sommes des partenaires. D'accord. Alors, Président, on est en fin d'émission. Alors, vous avez 30 secondes pour conclure. Non, je ne peux que vous remercier pour l'initiative de l'émission. Je dis qu'au football, tout le monde doit jouer vraiment sa partition. La construction du football ne peut pas être l'affaire de la seule fédération. C'est impossible. Les clubs, les journalistes. Et j'insiste là-dessus pour les journalistes, parce que je dis toujours à des journalistes, je dis, vous avez un avantage sur les autres. Vous êtes formés, c'est votre métier. Et vous pouvez aller partout pour donner l'information saine au public. Vous avez le supporter de base, sa réaction normale quand son équipe perd, c'est de chercher des boucs émissaires. Okay. Maintenant, il revient, ça c'est tout à fait normal. Oui. Mais moi, je ne veux pas qu'un journaliste se comporte en supporter, parce que le journaliste, il prend le sentiment du supporter de base, il prend ça en compte, sinon il ne serait pas un journaliste. C'est normal. Essayez de creuser pour savoir pourquoi c'est comme ça. Il doit pouvoir revenir dire, écoutez, votre équipe là, les entraînements là ne sont pas consistants, l'entraîneur certainement il n'est pas chose, et si c'est la fédération, dis non la fédération. D'accord, voilà, ok, c'est bien. Alors super, monsieur le Président, merci pour cette conclusion dynamique, vraiment encore une fois de plus, merci au Président Sita Sangare d'être passé sur notre plateau, merci Salif, merci William, merci à vous chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM, au revoir et à la prochaine.